la fin de la deuxième semaine pour moi de la formation Open Classroom développeur d'applications Python. Euh, Semaine pendant laquelle j'ai validé officiellement mon projet numéro un, donc qui est vraiment en fait un planning de la formation qu'il faut faire soi-même. Ça a été assez intéressant. Dans cette vidéo, je vais surtout vous montrer mon espèce de petit dashboard que je me suis créé. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous donne le template, en fait la même page pour que vous puissiez faire la même chose, parce que je pense que c'est pas mal en fait. Puis surtout, je me suis cassé le cul à faire des formules de calcul super compliquées pour faire un joli tableau. C'est une belle procrastination. Donc peut-être que ça vous intéresse. J'ai beaucoup travaillé sur le P2 cette semaine. J'ai aussi compris un peu plus comment se passe Open Classroom. Il y a un truc assez intéressant, c'est qu'on a vraiment l'impression que l'interaction avec Open Classroom se fait au début, quand tu payes. Open Classroom a l'air d'être une entreprise genre qui fait vraiment assez froide, assez lisse en fait. Paradoxalement, parce que l'histoire d'Open Classroom est quand même, c'est pas ça. On connaît les créateurs du site du zéro, il y a plein de gens qui sont fans et tout ça. Mais Open Classroom fait un truc quand même qui a l'air vraiment genre un peu nul, un peu standard. Leurs vidéos elles sont super propres. Il n'y a pas de personnalité en fait, alors que Open Classroom normalement devrait avoir énormément de personnalité, donc je trouve ça dommage. Et c'est surtout qu'une fois qu'on est lancé dans la formation, mais alors Open Classroom disparaît quoi. C'est-à-dire on a vraiment l'impression qu'ils nous permettent d'avoir accès aux pages où on a les descriptions des projets. Le workplace, il sert pas à grand chose. Enfin, hein, c'est un peu mort dessus. Les gens se présentent et puis ils se cassent. Et ceux qui assouent, ils se cassent sur Discord, sur les Discord de pour chaque cursus. Et sur Discord, c'est vraiment là que ça se passe. C'est vraiment là où. Enfin, il y a des gens incroyables en fait dans cette formation, dans les mentors, dans les anciens étudiants. Les gens s'aident vraiment. Il y a vraiment une communauté qui est très active. Et ça, par exemple, c'est un truc que beaucoup de cours en ligne ont du mal à faire. En fait, ils n'arrivent pas à faire une communauté d'eux-mêmes qui soit active. On a l'impression qu'Open Classroom, en fait, ils l'ont fait malgré eux, quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il y a des employés d'Open Classroom dans ce Discord. Je pense pas, en fait. Ils disparaissent. J'ai pas eu à les contacter, mais apparemment, c'est parfois compliqué de contacter Open Classroom. Donc voilà, donc ça se passe dans le Discord. Il y a même des événements. Il y a un mentor, je crois, qui organise des webinaires régulièrement le midi. Je n'ai pas trop regardé, mais voilà, il fait des cours en fait. Il y a des mentors et étudiants qui se retrouvent pour faire des appels ensemble et tout ça. Donc c'est sympa, on se sent pas seul. Euh, voilà. Dans ouais, et donc vraiment un truc que je retiens, et le conseil numéro un que j'aimerais donner pour les gens qui veulent se lancer dans cette formation, qui sont intéressés, ne partez pas de zéro, ne vous lancez pas en partant de zéro, parce que vous allez dépenser de l'argent pour rien en fait. Parce que pour faire le premier projet, en gros, je le définirais comme ça, je dirais que cette formation, c'est une formation intermédiaire enfin, faux débutant, clairement faux débutant. Le projet 2, donc qui est le premier vrai projet, pour pouvoir le faire, en gros, c'est simple, il faut savoir coder en Python, c'est un prérequis. Et en fait, c'est presque ça qu'ils disent. Et le truc, c'est juste, bah voilà, il y a plein de cours en ligne, allez apprendre, mais du coup, c'est un peu con parce que vous venez de payer un mois pour suivre des cours en ligne Open Classroom qui sont gratuits. Donc faites les cours Open Classroom ou plein d'autres en fait pour Python. Je dirais qu'en fait le niveau qu'il faut, c'est vous prenez n'importe quel cours. Moi je conseillerais Udemy plutôt parce que, enfin je sais pas, peut-être parce que j'apprends plutôt en anglais, mais il y a plein de cours géniaux sur Udemy qui sont super bien faits, qui sont tout en vidéo et tout ça, avec des profs et tout ça, qui coûtent rien, qui coûtent 10 balles. Faites tout, en fait pour le premier niveau, faut connaître à peu près beaucoup de choses en Python jusqu'à la programmation orientée objet. En fait, il faut connaître très bien comment faire des fonctions, comment structurer son code avec des fonctions, évidemment tous les trucs de base, les if-else, les types de données, data types, bon, les types de données et tout ça, il faut bien les connaître. Euh, voilà, donc faut être assez à l'aise. Je dirais qu'il faut à peu près, je sais pas, peut-être passer ouais, 50 heures à apprendre par soi-même Python avec des tutoriels
pour pouvoir se lancer dans le projet 2. Donc soit vous payez direct et vous allez passer votre premier mois à apprendre Python voilà, par vous-même et vous allez lentement après faire le projet 2, soit vous apprenez Python avant de vous lancer dedans. Moi ça m'a quand même foutu une claque de me rendre compte de la difficulté. C'est vraiment un mur, hein, c'est vraiment un mur dans la gueule ce projet. Euh, voilà, parce que ouais, il y a beaucoup de choses. Euh, je peux vous montrer rapidement à quoi il ressemble. Je vais vous montrer. Bah tiens, je vais faire une démo en live. Cool. Est-ce que je peux switcher la caméra directement? Hop. Ok, donc un aperçu du projet 2 que je vais vous montrer. Donc en fait, le but du projet 2, c'est de récupérer toutes ou la plupart des informations qui sont sur chaque page de livre dans un site qui est fait exprès pour ça. Mais en fait, l'idée, c'est de surveiller les prix et le stock d'un site qui propose de la vente de livres. Donc c'est un besoin business réel, fréquent, intéressant. Euh, du coup, c'est intéressant de le coder en Python parce qu'on comprend bien l'utilité du Schmilblick. Donc, voici à quoi ressemble mon code. Je dois vous avouer que je l'ai fait planter juste avant. J'avais enregistré une vidéo et je voulais vous montrer. Et puis, évidemment, il manquait un truc. Ce qui me fait un peu stresser parce que j'ai déjà envoyé ma version finale pour l'évaluation que je vais avoir mardi, donc dans 2 jours. Donc peut-être que la personne qui va m'évaluer va avoir une version avec le bug. Voilà, on verra comment ça se passe. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Bah, simplement, voilà, on le lance. Alors moi, c'est moi qui me suis un peu éclaté à faire un truc joli parce que j'aime bien les interfaces jolies dans le terminal parce que je trouve ça super cool. Et aussi que, en fait, mon idée, c'est que les personnes qui vont l'utiliser ne sont pas nécessairement des développeurs et qui vont avoir besoin d'avoir une interface qui va leur dire ce qui se passe de façon claire et qui fait pas trop peur dans le sens où il y a des mots compliqués de programmeurs partout. Donc je sais que pour un client, ce serait un truc qui plairait, où il dirait ah ouais, il a même fait une barre de chargement et tout ça, alors que c'est vraiment un truc pas compliqué à faire. Donc voilà. Donc là, on voit que je chope les livres de chaque catégorie. Donc voilà, catégorie Travel, la première, elle a 11 livres. Ensuite, Mystery, elle a 32 livres. On peut vérifier ici. Par exemple, Travel, on a 11... Oui, pardon, j'étais pas dans la catégorie. 11 livres. Mystery, et on a 32 avec plusieurs pages. Donc voilà, je chope les livres et les livres, ils sont ajoutés dans la partie Extracted Data. Donc la façon dont je l'ai fait n'est pas la seule façon de le faire. Hein. Je vous montre pas mon code pour éviter la tentation de tricher ou de copier. Mais voilà. Ensuite, on crée un document CSV. Donc là, c'est assez moche, mais on voit le petit chiffre ici qui montre le nombre de rangées. Et ça colle toutes les informations qu'on chope. Donc là, évidemment, c'est dégueulasse parce que c'est sur la forme de Sublime Text. Mais si on regarde ça, c'est une feuille de calcul où on voit des rangées avec description, prix et tout ça. Et en même temps, on télécharge les images de chaque livre dans un autre dossier. Voilà. Et c'est ça que le script doit faire. Avec, évidemment, bah, vous allez avoir des petites surprises. Il y a certains livres qui n'ont pas de description. Parfois, la connexion Internet peut s'arrêter. Qu'est-ce qu'il faut dans ces cas-là? Voilà, on peut aller plus ou moins loin. En fait, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que ma version 1, une version qui fait le job, c'est-à-dire qui fout tout, sauf les téléchargements de livres, dans un seul fichier CSV pour tous les livres, elle m'a pris 2 jours. Par contre, pour faire une version finale avec tout qui fonctionne bien et dont je sois satisfait, ça m'a pris plus autour de 10 jours. Alors pas 10 jours de travail à temps complet, mais voilà, au total, je sais pas exactement combien de temps j'ai passé sur ce projet. Je pourrais peut-être regarder sur Toggle, d'ailleurs on va regarder ça tout de suite, par projet. Et ça s'appelait... Je vais le chercher plutôt, barre de recherche, elle est où? Bon, tant pis. Utiliser les bases de Python pour l'analyse de marché, 30 heures. Voilà, j'ai passé 30 heures. Ils en conseillent 50. Voilà. Donc, je pense que Open Classroom... 50, voilà. Moi, je suis pas du tout débutant, donc je m'attendais à faire ça en la moitié du temps. Donc, je suis un peu déçu de ne pas avoir fait ça en 25 au lieu de 30, même si c'est pas fini. Mais voilà, c'est intéressant. Donc voilà, donc mon scraper continue. On voit que j'ai des messages d'erreur
mis ici exprès quand il y a un problème, qui permet de retrouver en fait où il y a eu un problème. Donc au lieu que ça plante tout si on ne trouve pas quelque chose, et ben ça écrit juste une ligne où il y a écrit voilà il y a un problème et on peut retrouver facilement que c'est dans la catégorie classique où où il nous manque product description. Voilà. Alors voici comment j'organise et je surveille le temps que je passe sur chaque projet dans Open Classroom. En fait, j'utilise l'application Toggle qui permet de simplement surveiller son temps. On ajoute la tâche qu'on fait, on choisit un projet. Donc là, c'est pratique. J'ai rajouté les projets de Open Classroom, par exemple désigner, designer une application Python, Donc je choisis le projet. Je mets le tag Open Classroom, c'est important pour la suite, vous allez voir pourquoi. Et ensuite, j'appuie sur ce bouton et j'appuie sur le bouton pause une fois que j'ai terminé. Et ça met quand est-ce que j'ai commencé, combien de temps j'ai passé sur le travail. Donc comme ça, je peux surveiller combien d'heures je passe par jour. J'ai eu une semaine difficile parce que j'ai reçu ma deuxième dose de vaccin lundi et du coup mardi j'étais pas très performant. Mais évidemment les effets sont dissipés très rapidement et le lendemain ça allait, enfin dès mercredi ça allait beaucoup mieux puisque j'ai pu travailler 6 heures. Après, jeudi, j'ai pas travaillé autant que je voulais, je sais plus pourquoi. Et vendredi, j'ai vraiment glandé sévère. Donc c'est intéressant parce que je me disais, bon, 20 heures par semaine, c'est la base de ce que je veux faire. C'est pas beaucoup, ça devrait être facile à faire. Et voilà, on est dimanche et je me retrouve à devoir, et ben on peut voir dans le rapport de la semaine, voilà, il me reste 1 heure et 10 minutes à faire si je veux terminer ma semaine. Donc c'est pas trop compliqué. Euh, mais voilà, 20 heures par semaine, ça passe vite parce que vraiment, je compte que les heures travaillées. Donc voilà, si je veux me prendre un café, ça compte pas. Je compte pas mon travail de 8 heures à 17 heures et ça fait tant d'heures. Voilà, 17 moins 8. Ne pas calculer de tête pendant une vidéo. Bref, et en fait, ce qui se passe, qui est beaucoup plus intéressant, c'est que j'ai connecté Toggle avec une feuille pour visualiser toutes les choses que je fais. Donc je vais vous montrer ça tout de suite après. Donc j'ai utilisé Zapier. Donc Zapier, c'est une application qui permet de connecter des API entre elles, donc des interfaces d'application. C'est hyper simple à utiliser, c'est super intéressant si vous voulez, si vous vous intéressez à la programmation, vous n'avez pas encore commencé à coder, je vous conseille de regarder tous les outils no-code qui existent, comme Zapier par exemple, et en fait qui permet de connecter les trucs entre eux. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait la plupart des applications, la plupart des gens, ils ont des idées d'applications qui peuvent être faites avec 0 ligne de code parce que simplement on peut faire un prototype avec des choses comme ça. Là par exemple, quelqu'un qui dirait ah ouais j'aime bien Toggle mais moi ce que j'aimerais c'est qu'avoir mes trucs sur mes quantités d'heures sur Toggle et soit dans un tableau que j'aime bien et tout ça. Donc au lieu de coder un truc super compliqué ou de payer un développeur ou une équipe de développeurs, parce que ça pour le faire vraiment en code pur ça peut prendre du temps, bah, vous pouvez utiliser des applications gratuites comme Zapier. Donc en fait ce qui se passe avec Zapier c'est que voilà, quand j'ai une nouvelle entrée de temps dans Toggle et que j'ai le tag Open Classroom dans la tâche, ça fait que, donc c'est vraiment un if this then that, hein, c'est vraiment, c'est pas très compliqué. Je rajoute une rangée dans Coda, donc dans un document spécifique Coda, donc Coda c'est un truc que j'aime bien utiliser, et donc ça me rajoute une rangée ici. Donc par exemple, on va prendre ouais, la semaine 2, jour 8, pas jour 8 de la semaine, mais jour 8 total, donc c'était le 28, c'était lundi donc. Je rajoute automatiquement, là c'est pas moi qui l'ai collé, projet 2 finalisation, projet utiliser les bases de Python, quand j'ai commencé, quand j'ai arrêté, la durée, ça le rajoute automatiquement, tout est rajouté automatiquement en fait. Et après j'ai pas mal de, enfin voilà, j'ai des colonnes qui m'ont un peu servi à moi pour faire mes formules, parce que j'ai des formules assez chiadées, je dois dire là-dessus, qui sont un peu, voilà, de ce genre-là. Voilà, bon, c'est pas, c'est moche parce que c'est pas écrit en Python ou avec du beau code, mais c'est comme Excel en fait, c'est des feuilles de calcul. Donc en fait, oula, faut absolument pas que je fasse une connerie en modifiant une de mes colonnes, parce qu'elles sont pas verrouillées. Ça me permet donc d'avoir plusieurs résumés. Donc je peux compter à partir de ça, en fait, combien d'heures j'ai fait dans la journée, combien d'heures j'ai fait dans la semaine, combien d'heures j'ai fait au total depuis le début. Par exemple, on voit que j'ai fait, donc là ça fait 44 heures, voilà, et 22 minutes passées au total. Et ensuite j'ai un petit dashboard
qui me permet de visualiser voilà, le temps passé par jour sur chaque projet. Donc on voit que le premier jour de travail, j'étais totalement sur le projet 1. Ensuite, j'ai commencé le projet 2 dès le deuxième jour. On peut voir en fait en bleu, voilà combien de temps j'ai passé sur le projet 2. Et si on prend le P3, qui doit être ici, voilà, on voit le temps que j'ai passé sur le P3 au fur et à mesure du temps. Donc c'est intéressant, ça montre déjà une chose, c'est que je suis pas du tout en mode je fais un projet, je le finis, quoi que ce soit mon intention. Voilà, le P2, au bout d'un moment j'étais un peu, pas bloqué, mais je pensais qu'il était terminé. Puis j'ai commencé à passer au P3, puis j'ai vu du feedback, on m'a donné du feedback, on m'a dit faudrait peut-être que tu refasses ça, que ça ce soit mieux fait. Et donc j'ai repassé du temps sur le P2. Au final, je peux calculer le temps total passé sur le P2. Tiens, j'ai pas fait de fonction pour ça, mais voilà. Ensuite, j'ai fait par semaine, donc là c'est pas encore beau, mais quand j'aurai passé, je sais pas, genre 6 mois sur la formation, ce sera intéressant de voir combien de temps j'ai passé par semaine. Donc c'est en heures, hein, c'est pas en heures et minutes, donc j'ai des chiffres un peu bizarres, mais voilà, ça fait à peu près un peu plus de 26 heures la première semaine. Et là on voit que je suis à 17h57, 17,57 heures, donc ça fait... on a le chiffre dans Toggle qu'on avait vu. Il est où? Bon, on s'en fout. Je sais plus combien il dit. Il me reste. Ça fait 17h50. Donc ça, c'est intéressant. J'ai aussi mis en place un graphique dynamique, donc où je peux mettre en fait la base. Donc je veux faire au moins 4 heures d'apprentissage dans les jours travaillés, et je peux sélectionner mes jours travaillés. Donc, par exemple, on va dire que j'aimerais bien en fait que le vendredi je fasse pas que le vendredi je travaille pas, et que ma baseline en fait ce soit, donc maintenant j'aimerais qu'elle soit fixe, hein, j'aimerais pas la changer chaque semaine, mais voilà, ça fait 16 heures par semaine, et on peut voir qu'en fait là la trajectoire en bleu c'est ce qui est attendu au minimum. Voilà, donc je vais remettre mon jour là, et ça donc 6 heures, donc ça c'est le maximum, c'est vraiment ce que j'aimerais ce vers quoi j'aimerais tendre. 6 heures par jour, 5 jours par semaine, donc j'en suis loin. Et on peut voir, c'est la ligne verte ici, donc on voit en fait, ça monte, parce que c'est cumulatif, et ça fait des plateaux tous les week-ends, donc voilà. Et là, en jaune, il y a ma trajectoire actuelle. Donc c'est très intéressant, ça permet de voir où j'en suis par rapport à ma ligne, qui devrait être rouge, hein, parce que c'est vraiment genre, je veux pas tomber en dessous de ça, et où j'en suis par rapport à ce que j'aimerais faire. Donc on voit que la distance entre ces deux courbes augmente énormément, et que pour un mois où je pensais pouvoir me donner à fond là-dessus, je suis mal parti par rapport à mes estimations. Donc c'est intéressant parce qu'on se dit toujours, bon allez, 20 heures par semaine quand même mec, c'est pas énorme, tu vas pas quand même pas... Enfin je bosse plus et tout, je me suis débrouillé pour avoir du mal. Après je suis un peu une feignasse, hein. Je suis un peu un mec, personne me croit quand je suis une feignasse, mais quand je regarde mes chiffres, je me dis vraiment... mais bon, j'avais plein de trucs à faire, c'est la vie, voilà. Donc c'est super d'avoir un dashboard comme ça. C'est motivant d'avoir des données mises à jour tous les jours. Ça permet voilà, de se motiver à aller plus vite, à bosser plus dur et tout ça. Je vous conseille d'en faire un.